nous avons cette ligne-là, en zigzag, c'est une ligne d'isofaciès. Nous avons deux lignes. Nous avons l'autre ici. Voilà. D'accord? Est-ce que vous suivez? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Faites-moi signe de vie. Parce que des fois, je ne sais pas est-ce que vous suivez ou pas. Est-ce que vous êtes dans la réunion? Est-ce qu'il y a une coupure? Donc à chaque fois quand j'essaie de vous demander est-ce que vous m'entendez, au moins quelqu'un, au moins une personne me dira, me fascine. Alors là, alors regardez, on est en période de montée du niveau marin, les apports sédimentaires ils sont actifs. D'accord? Alors vous voulez positionner la ligne de rivage. Alors là, je vais vous le dire, les surfaces, ou bien les lignes ici en ce sont des surfaces de programmation qui ont la valeur de ligne de temps. Donc nous avons la ligne de temps T1, nous avons la ligne de temps T2, la ligne de temps T3, la ligne de temps T4. Nous avons 4 lignes de temps qui correspondent aux surfaces de programmation. Nous avons le premier prisme, le deuxième prisme, le troisième prisme, le quatrième prisme. Et leurs surfaces correspondent à des lignes de temps. La surface initiale de dépôt ici, celle-là, elle a la valeur de ligne de temps T0. Ça, c'est la ligne de temps T1. Celle-là, ligne de temps T2, T3, puis T4. C'est clair? Alors, pour positionner la ligne de rivage, il faut la positionner entre deux couleurs différentes. Lesquelles, ces couleurs? Je vous rappelle que... Oui, c'est-à-dire il faut positionner la ligne de rivage entre ce qui est vert et ce qui est clair. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, ma première ligne de rivage, il est pratiquement ici. Il n'est pas dessiné. Ma deuxième ligne de rivage, il est à côté. C'est le point d'intersection entre le vert et le clair sur le point d'intersection entre l'isofaciès, cette ligne d'isofaciès qui sépare le clair du vert. Donc on est là. Je trace la ligne de rivage. Je la retrace également pour au temps T3. Ici. Elle est là. Ensuite, c'est déjà fait. Donc, je ne savais pas que je les ai tracés. Il est là. Puis encore là. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la ligne de rivage, regardez. R1, la ligne de rivage au temps T1, au temps T2, au temps T3, au temps T4. Donc, nous avons la ligne de rivage qui migre du large vers le continent. Donc, nous avons affaire à une transgression marine. Alors, cette transgression marine, elle est réalisée en période de montée du niveau marin. Et les apports sédimentaires sont actifs. Donc, pour avoir ce résultat final, donc qui est une transgression marine, il faut absolument que la vitesse de montée du niveau marin donc, soit supérieure à la vitesse des apports sédimentaires. Et regardez là l'explication qu'il donne là où Thérésinus influx. Là, c'est-à-dire que la vitesse des apports terrigènes, du flux terrigène, elle est faible. La vitesse faible, là où, c'est-à-dire faible, là où Thérésinus influx. Donc, les apports sédimentaires ils se réalisent à une vitesse qui est très faible. Faible par rapport à quoi? Faible par rapport à la vitesse de montée du niveau marin. Ce qui crée une migration, ce qui engendre une migration de la ligne de rivage du large vers le continu. Ce qui donne naissance à la fois, comme phénomène marin, une transgression. Alors regardez là. Alors là, j'ai oublié de vous dire une chose. On est en période de montée. La montée du niveau marin sur un profil de dépôt, il se manifeste par la migration des enlacs côtiers vers le continent. Qu'est-ce que ça veut dire un enlac côtier? Par définition, c'est la terminaison amont d'une surface de programmation sur la surface initiale de dépôt. Alors là, regardez. Vous voyez cette surface de dépôt, cette surface de programmation. La première surface de programmation, le côté amont, sa terminaison amont, elle est là.
Cette terminaison aval, il est ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la terminaison amont. La terminaison amont, vous mettez un point. Le point, ça indique un point d'intersection entre cette terminaison-là et la surface initiale de dépôt. Nous avons l'enlape T1, elle est là. L'enlape T2, elle est là. L'enlape T3, O3, pardon, O3. L'enlape T3, elle est là. Puis l'enlape OT4, c'est-à-dire autant T4, elle est là. Donc on voit bien entendu, qu'il y a une migration des enlapes côtiers en direction du continent. Donc on est en période de montée des niveaux marins. Donc une astuce pour démontrer. Oui, mademoiselle. Monsieur, votre entrée n'est pas sur le schéma. On n'arrive pas à vous suivre. Ah d'accord. Vous n'arrivez pas à suivre. Non. Et maintenant, vous voyez le schéma? Le curseur, monsieur, Ah. on voit le schéma. Mais lorsque vous mettez votre curseur, on le voit dehors du schéma. En dehors du schéma? Le curseur, il est ailleurs. C'est bizarre. Maintenant, regardez là. Comment je peux faire? Il n'y a pas autre solution, autre moyen. Je vais vous montrer ça après ici. Mais là, retenez qu'on est en période de montée du niveau marin, mais moi, j'essaie de vous montrer, même si je n'ai pas la position du niveau marin comme ça, si je vous donne un profil de dépôt comme ça, il y a moyen de savoir si l'on est en période de montée ou bien en période de baisse. Sur le 3 profils, on est en période de montée. Comment peut-on le savoir? Imaginez que vous n'avez pas les niveaux. Il faut chercher les gens là. La maison de surface de propagation sur la surface initiale de dépôt. Ce point d'interaction, on l'appelle enlape. On lui rajoute T. T quoi? 1, 2, 3, c'est de la première, de la ligne de temps correspondante. Par exemple, là, vous voyez le curseur maintenant. Est-ce que vous voyez le curseur? Oh, vous voyez le curseur? Oui. Oui, monsieur, mais vous pointez en dehors du schéma. Ah oui. Oui, monsieur, je crois qu'il y a un décalage. Voilà, regardez maintenant. Vous voyez, je laisse un petit moment. C'est parti. D'accord, ça, on va le reprendre dans l'édition de PD. Mais là, regardez, on passe au deuxième profil. Alors, regardez, par définition, la ligne de rivage, c'est une ligne qui est entre la couleur, entre les dépôts en vert et les dépôts en clair, en bleu clair. D'accord? C'est entre les deux. Donc, essayez de positionner les lignes de rivage sur ce profil. Donc, on va le mettre. Donc, ça, c'est le premier, on l'a vu. On passe à ça. Donc, regardez, nous avons la ligne de rivage R1, la ligne de rivage R2, R3, puis R4. Quand on regarde ceci, donc, on voit bien clairement que la ligne de rivage il migre du continent vers le large. Donc, nous avons un phénomène de régression marine. Alors, pourquoi nous avons une régression marine? Tout simplement, bien que le niveau marin monte, les apports sédimentaires sont actifs, mais ils se réalisent à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de montée du niveau marin. Regardez, high heterogeneous influx. Le taux de la vitesse des apports sédimentaires, il est très important et il dépasse la vitesse de montée du niveau marin. Quand la vitesse des apports sédimentaires dépasse la vitesse de montée du niveau marin, ça donne naissance à un phénomène de régression marine. Donc, ça crée un phénomène de régression marine. C'est le profil numéro 2. Voyons maintenant le profil numéro 3. Nous avons balance heterogeneous influx, stationary, shoreline. Shoreline. Le shoreline, c'est la ligne de rivage. Shoreline, c'est la ligne de rivage. Stationary, c'est-à-dire qu'elle est stable. La ligne de rivage, elle reste stable.
Et regardez, balance téléjournée-active. C'est-à-dire que la vitesse de montée du niveau marin, elle est égale à la vitesse des apports sédimentaires. Quand la vitesse des apports sédimentaires est égale à la vitesse de montée du niveau marin, la ligne de rivage ne migre ni vers le continent, ni vers le lac. Elle reste là où elle était au temps T0. Donc, regardez. Pardon. Donc, regardez. La ligne de rivage, elle est là. Est-ce que vous voyez la ligne d'isofaciès qui sépare le vert du bleu clair, cette couleur-là, beige, à droite? Donc, la ligne de rivage, elle reste là où elle est. Je vais la dessiner rapidement. Alors, regardez la ligne de rivage. Voilà. Elle est stable depuis le temps T1 au temps, regardez. La première surface de progradation, deuxième, troisième, quatrième. Vous avez 4 surfaces de progradation. Regardez la ligne d'isofaciès qui sépare le faciès en vert et le faciès avec la couleur plus claire. Et cherchez le point d'intersection entre les lignes de temps et la ligne d'isofaciès. Et vous aurez à la fin tous les points qui vont rester sur la même verticale. Tous les points restent sur la même verticale depuis T1 jusqu'à T4. Mais là, ici, est-ce que vous avez compris? Donc, nous avons ni transgression ni régression. C'est-à-dire la ligne de rivage reste constante. Il ne bouge pas. Donc, nous avons ni transgression ni régression. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, sur votre schéma, vous dessinez les différentes lignes de rivage. Je vous laisse 2-3 minutes pour le faire. Est-ce que vous avez le schéma devant vous? Est-ce que vous l'avez imprimé ou pas encore? Pas encore. Ça fait longtemps que je vous ai envoyé le deuxième chapitre. Donc, normalement, vous aurez dû imprimer et ramener le texte et les illustrations, et comme ça, vous les complétez au fur et à mesure. D'accord, je passe à la suivante. Il est 12h30. Je ne sais pas est-ce qu'on peut continuer parce qu'on arrive au chapitre 3. J'aimerais bien qu'on reste ici. Vous voulez que je reprends un petit peu ça? Oui, monsieur. Bien. Ça ou l'autre? Ça ou bien ça? Choisissez. C'est le dernier. Le premier. Alors, avec les mains. on va refaire. Regardez, on va refaire ça. Regardez. Vous avez ces deux lignes là sur cette diapo. Il sépare à droite les phénomènes qui engendrent une régression marine et les profils à gauche, il illustre les phénomènes qui réalisent une transgression marine. D'accord? Regardez ici, transgression. C'est sur cette colonne. Et là, c'est la régression. Parce que là, voilà, régression. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir? Pardon. Oui, monsieur. Voilà. Vous voyez cette diapo? Figure 36, ça. Oui. Tout le monde voit cette diapo. Donc, regardez, les deux profils à gauche, ils illustrent les phénomènes qui engendrent une transgression marine. Séparément, hein, les deux phénomènes, mais séparément. Par exemple,
une montée du niveau marin. Vous voyez le curseur, non? Sur la flèche, non? Vous voyez le curseur sur la flèche verticale montée au statique? Non? Oui, monsieur. Non. Alors, regardez. Donc, nous avons la montée du niveau marin, c'est-à-dire une montée au statique. Il engendre une migration, comme indiqué par la flèche, de la ligne de rivage du large vers le continent. Donc, ça crée une transgression. L'enfoncement du fond du bassin, lui aussi, c'est-à-dire la subsidence, ou bien l'affaissement tectonique du fond du bassin, c'est-à-dire de la surface initiale de dépôt, engendre une migration de la ligne de rivage vers le continent, donc il produit une transgression marine. La montée du niveau marin et la subsidence, c'est-à-dire l'affaissement, il engendre une transgression marine. Par contre, la baisse du niveau marin sur la colonne de droite, la baisse du niveau marin, il va engendrer une régression. Le soulèvement du fond du bassin, c'est-à-dire le soulèvement de la surface initiale de dépôt, si l'on provoque son soulèvement, il engendre une régression marine, c'est-à-dire il engendre une migration de la ligne de rivage, comme indiqué là, du continent vers le large. Et les apports sédimentaires sur le troisième profil de la colonne à droite, les apports sédimentaires, quand ils arrivent au niveau de la ligne de rivage, ils essaient de combler l'espace entre le niveau marin et le fond du bassin, et par conséquent, ils chassent la ligne de rivage du continent vers le large, comme indiqué par la flèche horizontale. Donc, à retenir la chute du niveau marin, le soulèvement tectonique et les apports sédimentaires, tous ces trois-là, ils ont le même effet. Ils provoquent la migration de la ligne de rivage du continent vers le large. Par contre, la migration de la ligne de rivage du large vers le continent, c'est-à-dire en période de transgression, il est engendré soit par la montée du niveau marin, soit par l'affaissement, c'est-à-dire la subsidence, ou bien les deux à la fois. Parce que des fois, on peut créer une transgression marine. Quand le niveau marin monte, le fond du bassin est affaissé, c'est-à-dire il est subsudé, ou bien il est enfoncé vers le bas, et les apports sédimentaires sont actifs. Mais toujours, regardez, il se peut que vous aurez, par exemple, une variation du niveau marin, que ce soit une montée ou une baisse, accompagnée par un soulèvement tectonique ou bien un affaissement tectonique. Et oui, c'est ça. Donc, et les apports sédimentaires, regardez. Donc, on peut avoir au niveau marin, soulèvement du fond, c'est-à-dire soulèvement. Si l'on réalise une transgression, ça veut dire que la vitesse du soulèvement tectonique plus la vitesse des apports sédimentaires reste inférieure à la vitesse de montée du niveau marin. Ça, on va le discuter, rediscuter largement. On va le rediscuter largement dans une des séances de télé. Bien. Alors, je prends ce profil. Vous voulez que je parle un petit peu de ça? Je vous reprends les explications sur celui-là ou bien sur l'autre? Celui-là, monsieur. Celui-là. Alors, je vais faire le panorama, comme ça vous allez suivre. Diaporama. Diaporama. Alors là, donc un profil de dépôt. C'est pour que je vous donne à l'examen juste ce profil de dépôt et je vous demande donc de faire un commentaire. Alors le commentaire, tout d'abord, je vois que, regardez, je vois que il y a les points d'intersection de la terminaison des différentes surfaces de progradation avec la surface initiale. Je vois les points qui migrent. Alors ces points-là, ils correspondent aux enlappes côtiers. Qu'est-ce que ça veut dire un enlappe côtier? Par définition, c'est un point d'intersection entre la terminaison amont de sa surface de progradation, dans ce cas-là, c'est la ligne au T1, par rapport à la surface initiale de dépôt. Et la surface initiale de dépôt, c'est la surface donc ayant la valeur de T0.
Donc, regardez les points en bleu, ça indique les différentes terminaisons des trois surfaces de programmation que vous voyez sur le schéma et qui ont la valeur respectivement de la ligne de temps T1, T2 et T3. Quand on regarde ces enlappes, ces points-là, ils ont la valeur des enlappes côtiers, on voit qu'ils migrent hein, du large vers le continent. Quand vous avez une migration des enlappes côtiers qui se fait du large, du milieu marin vers le continent, ça veut dire qu'on est en période de montée du niveau marin. C'est pourquoi je vous ai dit transgression marine pendant une élévation du niveau marin, pendant une montée du niveau marin. Donc, il faut absolument illustrer la montée du niveau marin par des enlappes qui migrent vers le continent. Bien. Ensuite, comment peut-on illustrer la transgression? C'est par rapport à la ligne de rivage. Donc, il faut positionner la ligne de rivage. Pour positionner cette ligne de rivage, il faut lire attentivement la légende. Qu'est-ce que l'on a sur la légende? Ce qui est grossier, ce sont des dépôts côtiers non marins. C'est-à-dire qu'ils sont à côté de la côte, à proximité de la ligne de rivage, mais ils sont aériens ou subaériens. Ils ne sont pas sous l'eau, ils ne sont pas aquatiques. Les particules gréseuses ou sableuses, ce sont des dépôts côtiers marins. Donc, le premier dépôt côtier marin, ce sont les grès. Puis finalement, vous avez les dépôts les plus fins, les argiles, qui sont considérés comme les dépôts qui sont franchement marins, c'est-à-dire marins francs. Par définition, qu'est-ce que ça veut dire la ligne de rivage? La ligne de rivage, c'est une ligne qui sépare le milieu aquatique du milieu aérien. Donc, on va la positionner entre les deux faciès. Un faciès qui atteste du conditions aériennes, c'est-à-dire côtier non marin, c'est-à-dire côtier marin, c'est-à-dire les grès. Donc, la ligne de rivage, elle est là. C'est entre les agglomératifs côtiers marins et les côtiers marins. Alors, comment la ligne de rivage évolue au cours du phénomène. Quel est le phénomène qui est responsable de cette transgression marine? Combien de phénomènes donc, sont actifs?
Voilà.